Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la première télévision républicaine en République démocratique du Congo, Télé 7, à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Réalité 7. Et comme vous le savez, c'est un magazine de documentation, c'est un magazine pédagogique, mais surtout des découvertes. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons vous amener à la découverte d'un endroit. Et oui, comme vous pouvez le constater, nous sommes bel et bien, n'est-ce pas, à Kinshasa, la capitale de la RDC, non loin des boulevards qu'on appelle les boulevards triomphales. Cet endroit assez symbolique qui regorge également plusieurs édifices, notamment les stades de martyrs qui est, n'est-ce pas, les centres ou encore les temples du football congolais, les plus grands stades ici en RDC. Mais non loin également, vous pouvez remarquer qu'il y a aussi, en tout cas, les palais du peuple qui est les sièges des institutions, encore des lignes de grandes institutions de notre pays. Il s'agit du Parlement où bien sûr siègent nos députés et sénateurs. Mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui vous conduire en tout cas à la découverte d'un endroit assez particulier, je dirais même assez magique. Nous serons exclusivement aujourd'hui beaucoup plus culturels. Vous savez, un peuple sans culture est un peuple sans âme. Un peuple qui manque d'histoire est un peuple qui, je dirais, est tout simplement perdu. C'est pourquoi nous allons vous amener à la découverte de ce bel endroit, je vais dire. Ça reste une surprise pour nous et surtout pour vous, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, encore une fois de plus. Bienvenue à ce nouveau numéro des Réalités 7 et c'est parti. En tout cas, bonne évasion à toutes et à tous. C'est parti, Yann Moutoubile. Et bien voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, la surprise est bel et bien là. C'est le musée national de la République démocratique du Congo, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, dans ces panneaux derrière moi. Ensemble avec nous, en tout cas, nous irons à la découverte de cet endroit. Nous irons dévoiler, pourquoi pas, ce qui est le musée national. C'est quoi un musée? Pourquoi, en tout cas, il faut un musée pour un pays? Eh bien, nous tenterons de le savoir, d'avoir toutes ces réponses à travers cette visite guidée que va nous proposer, n'est-ce pas, nos amis, encore, n'est-ce pas, les personnels de cet endroit, le musée national de la République démocratique du Congo. À toutes et à tous, encore une fois, bonne évasion surtout. Bienvenue avec nous. La billetterie. Ah oui. Après, bien sûr, cette carte de visiteur, c'est le badge. Il nous faut maintenant un billet pour accéder. Merci madame. Alors là j'ai mon billet. Je peux maintenant accéder et aller voir les œuvres. D'accord. Allez-y, on peut.
déjà dans Katia Musée National. Hein. Nous sommes vraiment à l'enceinte de cet endroit, comme je l'ai dit tout à l'heure, mesdames et messieurs. Et ensemble, nous allons en tout cas découvrir cet endroit grâce à nos guides qui viennent déjà de nous rejoindre. Mesdames, bonjour. Bonjour monsieur, C'est madame. c'est Madame Grasse. Madame Grasse. Bonjour madame. Bonjour, Madame. Madame Yolande. Voilà, ce sont elles qui vont nous orienter, nous guider, nous faire découvrir cet endroit, comme je l'ai dit, tantôt magique, hein, qui peut changer vos vies. Croyez-moi. Allez, déjà d'entrée des jeux, madame, je vis dans ce mur, il y a plusieurs noms, je ne sais pas si c'est en quelle langue. Et c'est quoi en fait tout ça, ça signifie quoi? En fait, cette mosaïque vous reprend le circuit qu'adopte le fleuve Congo. Et on a répertorié, si vous voulez, les différentes ethnies ou différents peuples du Congo. En fait, les 450 ethnies, en fait, puisqu'il en existe plusieurs, mais ce sont les 450 connus qui sont repris d'après le circuit qu'adopte le fleuve Congo. Voilà. Alors moi j'ai vu les Yamandundu, Yendunga Malk, les Mongengita. Ce sont des noms que j'aperçois pour la première En fait, fois. ce sont des peuples du Congo. Ils sont des Congolais. Ce ne sont pas des noms des personnes, ce sont des noms des ethnies qui existent au Congo. Ethnie ou peuple du Congo. Près de 450. Oui, Et cette mosaïque, comme vous avez dit, prend la forme du fleuve Congo. justement, exactement. Voilà, alors comment est-ce qu'on va débuter je ne sais pas, les salles, elles sont où à vous de nous guider. Oui, en fait, on va prendre les escaliers à la direction de la première salle d'exposition. Alors dans ces salles, on y trouve quoi exactement? Alors déjà, il faut préciser en même temps que le Musée national de la République démocratique du Congo est un musée thématique. Et donc, vous allez retrouver dans chaque salle d'exposition une exposition particulière avec un thème particulier. D'accord. La première salle, puisque nous prenons la direction de la première salle, nous allons trouver un thème assez intéressant abordé, c'est l'homme face au défi de l'existence, qui vous présente comme ça le reflet de l'histoire du Congo, de la vie quotidienne des ancêtres congolais, puis l'artisanat, ou les différents métiers promus par les ancêtres congolais. Un peuple sans histoire est un peuple perdu. Et un peuple sans culture est un peuple. Sans âme. Voilà, Madame Grasse l'a ajouté. Alors, mesdames et messieurs, on va entrer dans la première salle. Et c'est laquelle? C'est celle-là, en fait, qui est juste devant nous. Et de façon plausible, nous voyons le thème abordé dans la salle comme annoncé, l'homme face au défi de l'existence. J'aimerais bien qu'on y approche, hein, que nos téléspectateurs également découvrent ensemble avec nous. Voilà, c'est le thème abordé dans la première salle d'exposition au Musée national de la République démocratique du Congo. Et ce sont les différentes sections, en fait, comme annoncé, l'histoire du Congo, la vie quotidienne des ancêtres congolais, si vous voulez, les traces de la vie de nos ancêtres, puis finalement l'artisanat, les différents métiers promus par nos ancêtres, comme annoncé. Et donc, nous allons prendre la direction de la salle pour découvrir ce patrimoine richissime présenté ici. Très bien, merci. Allez, mesdames et messieurs, téléspectateurs, venez ensemble avec nous, on va découvrir. En tout cas, c'est un bel endroit, oh là là, c'est magnifique. Hein. Et là, je vois les rappels de la mémoire. Rappel de la mémoire, en fait, c'est l'entame déjà de cette première exposition de cette première salle, qui vous donne en même temps le reflet de comment nos ancêtres ont réussi à transmettre des messages. Communiquer. Voilà. Puisque nous avons annoncé que nous allons aborder la question sur l'histoire du Congo, en fait, comment raconter en même temps cette histoire? C'est comme ça qu'on nous présente un tambour à fente, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, mais dans nos langues, lokolé. Elle est là, donc. Et nos ancêtres ou encore nos aïeux savaient déjà comment communiquer. Voilà. Et donc, avec du bois, ils ont réussi à faire une fente dans un tronc d'arbre. Et ce lokolé, à la base, était un instrument de musique. Mais celui-là, il est tout particulier parce que, Dengozomona, basali yango na forme ya nyama. Donc, forme ya nyama, il a ici que, bakosali la yango po, accompagner bato bazobina te, mais seulement pour envoyer des messages. Et celui-là, c'est un tambour yombé. Et donc, toutes les fois où on pouvait, avec de maillotches, battre ce lokolé, c'était pour faire passer une communication. Alors, la grande communication que nous nous apprêtons à faire ici, c'est autour de l'origine de l'humanité, en fait, qui est la première section dans cette salle. D'accord, là nous sommes, n'est-ce pas, dans ces mêmes thèmes. L'homme face au défi de l'existence, Madame Grasse. L'homme face au défi de l'existence. Qu'est-ce que nos ancêtres ont défié
leur environnement, leur nature et en fait aussi leur climat pour arriver à nous léguer ou nous laisser tout ce que nous allons voir au cours de cette exposition. Alors nos ancêtres ont connu aussi bien des choses, des défis, ils ont quand même su surmonter tout cela. Tout à fait. C'est comme ça que la première section en fait qui aborde la question de l'origine de l'humanité vous présente en fait le reflet de ce qu'ils ont eu à modeler, les pierres qu'ils ont pu tailler et les utiliser comme de vrais outils de travail pour en fait arriver à se maintenir en vie. C'est cela le sens en fait. Et donc, au travers ces objets retrouvés après des fouilles archéologiques, nous pouvons soutenir avec énergie que la vie en République démocratique du Congo a commencé il y a 1 740 000 ans. 1 747 000 ans, il y avait déjà des peuples qui occupaient cette terre, le Congo. Donc une vie préhistorique était effective en République démocratique du Congo. Alors qu'on ne dise pas que nous ne sommes pas congolais. De père et de mère. De père et de mère. Très bien, madame. Alors, sinon, il y a encore cette carte, je vois, c'est la carte de la RDC, mais également entourée de pierres, je ne sais pas, ces pierres, et même d'autres œuvres. Ça signifie quoi? En fait, c'est une vitrine qui vous présente le reflet de la préhistoire. Nous avons vanté cette vie préhistorique, comme annoncé, et là, on a aménagé une vitrine pour vous donner des preuves, en fait, de l'existence de cette vie préhistorique. Et donc, nous vous présentons quelques achéros qui étaient, en fait, de vrais outils de travail. Parce qu'en fait, à l'époque, pendant cette longue période qui a précédé l'histoire ou l'invention de l'écriture, l'homme arrivait à trouver, en fait, des solutions pour se maintenir en vie, comme on l'a dit. Mais son économie était une économie de subsistance. Il vivait de la cueillette, mais aussi de la chasse. Cette cueillette, en fait, pour cueillir le fruit, il avait besoin sûrement de certains matériaux, une pierre. Et en fait, pour arriver à réaliser sa chasse, c'était en fait avec de pointes de lance aussi en pierre taillée. Donc d'une certaine manière, si au travers le reflet de ces objets lithiques, donc des objets en pierre, on vante l'âge de la pierre, à côté, quand on présente ici quelques métaux, ou cette croisette et ces anneaux, c'est une façon de vanter en fait l'effectivité de cet âge de métaux en République démocratique du Congo. Et la cartographie vous reprend en fait les sites qui nous ont fourni les objets, sinon les sites où on a effectué ces différentes fouilles archéologiques. Bas-Congo, donc Congo central, Kinshasa, dans le Bandundu et le Kasaï, plus loin en Équateur. Et là, vous avez le Kivu et le Grand Katanga. C'est là qu'on tire les origines de tous ces œuvres. Oui, enfin pas que, puisqu'il y en a plusieurs, mais c'est l'échantillon de ce que nous conservons en fait au Musée national de la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'il y en a d'autres œuvres qui ne sont pas ici? Dans la pièce, dans cette section, oui, bien sûr, parce que à côté, vous avez, toujours en rapport avec l'histoire du Congo, une vitrine qui vous présente les objets des différents peuples qui se sont constitués en empires et royaumes, comme nous le savons très bien. Certains peuples du Congo ont formé des empires et royaumes qui, en fait, d'une certaine manière, étaient de vraies organisations, des structures administratives et politiques en République démocratique du Congo. C'est comme ça que, puisque le Musée national de la République démocratique du Congo vous conserve les objets pas que archéologiques, mais aussi ethnographiques. Au travers ces objets ethnographiques, nous vantons les mérites de ces différents peuples et leurs grands rois, si vous voulez. Et là, je vois, je ne sais pas, une sorte de couronne, une lance, je ne sais pas, c'est royal? Oui, en fait, ce sont pour la plupart des objets un signe de pouvoir, tel que cette coiffe-là. Nous l'appelons coiffe, c'est un petit chapeau, en fait, mais qui n'était pas porté par tout le monde. C'est en fait les membres d'une association qu'on appelle Boami chez le Lega, dans le sud Kivu. Et donc, c'est un haut dignitaire qui était à même de le porter. C'était pour démontrer de son haut rang qu'il pouvait se coiffer. Et ce sceptre, c'était pour la parade, en fait, un signe de pouvoir. Et donc, vous avez à côté le collier de Teke, aussi un signe de pouvoir. La statue funéraire Ntadi ou Congo, en fait. La statue funéraire servait non seulement à embellir la tombe, mais on devait identifier autrement le défunt ou la personne qui était enterrée ou inhumée à cet endroit. Et aussi arriver à rappeler à la mémoire de vivants ces personnes. Et là, nous voyons pratiquement un couple, un monsieur et sa femme, et des enfants qui sont là à piétiner. Ça signifie quoi? Vous avez une idée? Alors avec l'art, le reflet du symbolisme vous présente autrement leur histoire.
ça pouvait en même temps être les enfants qui étaient à leur charge ou même des esclaves qu'ils étaient supposés disposer d'une certaine manière. Jusqu'à une certaine époque, ils pouvaient vendre des esclaves ou disposer de ces esclaves. En fait, c'est une empire, ou enfin une emprise ou un pouvoir qu'ils pouvaient, ou une autorité qu'ils pouvaient avoir sur des personnes qui sont écrasées, si vous voulez, sur quoi ils reposent. Alors si on peut bien comprendre en regardant ceci, l'esclavagisme n'a pas débuté que lorsque l'homme blanc est arrivé. Ou cela existait déjà bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Si, c'est quand l'homme blanc est arrivé que, en fait, nos chefs, leaders, si vous voulez, empereurs et rois, ont commencé à disposer. Disposer, c'est dans le sens de vendre, en fait, leurs contemporains ou leurs citoyens. Mais c'était arrivé avec la traite négrière. Mais en fait, il y en avait qui, lorsqu'ils ont freigné certaines lois, étaient réduits au rang d'esclaves, si vous voulez. Serviteurs, mais en même temps diminués d'une certaine manière de par leur façon d'agir. Là, il y a un bouclier qui servait. C'était pour qui? Cela servait à quoi justement? Pour la parade. Voyez-vous, lors d'une lutte armée, et autrefois les armes c'était plus de lances ou de flèches, alors un guerrier pouvait se protéger ou s'abriter derrière ce bois résistant pour ne pas être la cible des flèches ou de lances. Parce qu'à l'époque on se battait avec des flèches et des lances, et donc cela constituait pratiquement d'un antibal, hein, qu'on pourra dire ainsi aujourd'hui. Tout à fait. Mais là en bas il y a ces masques, je ne sais pas. Alors ce masque-là, c'est un masque spécial, tel que vous le voyez, avec son décor. C'est le masque Mwashamboy. Mwashamboy, c'est le masque du roi. Alors, fabriqué par le peuple Bouchang. Le peuple Bouchang, c'est l'un des peuples au sein du royaume Kuba. Et comme je le dis, puisque c'est le masque du roi, il devait incarner, sinon vous donnez le reflet de l'ancêtre fondateur ou l'ancêtre culturel de ce royaume qu'on appelle le Wat. Il était porté exclusivement par les rois, les chefs, donc? Oui. Mais quand on va... Le premier ou le plus important dans la triade de masques au sein du royaume Kuba. Masques royaux, si vous voulez. Est-ce que tous ces noms de tribus ou des ethnies existent toujours? Quand je vois ici Bouchang, il y a des Bouchang en RDC? Oui, tout à fait. Qui ne sont pas très connus. Hein. Ah, ouais, moi je découvre. Je pense que vous aussi, vous essayez de découvrir avec nous. Mais madame, il y a une sorte de, je sais pas, une arme pratiquement, une arme blanche. Alors, Ashkilonga Songye, avec les sculptures qui vous permettent en fait de vanter un certain prestige. Hein. C'est un signe de prestige en fait. Mais aussi utilisé lors de la parade. C'était des outils symboliques. Voilà, en même temps symbolisant le pouvoir, mais en fait du peuple Songye. Alors là, c'est quoi cet arbre? C'est un tableau, c'est une tablette, mais aussi funéraire, que nous appelons le tableau mnémotechnique Lukasa. Mnémotechnique. Ah, je me suis perdu. Mais du peuple Luba, du Katanga. Alors, c'est quoi? Puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était un objet funéraire, il fallait le déposer sur la tombe. Et oui, d'un défunt. Et donc, tout ce que l'on reprend comme pictogramme, ça renvoie aux images, les dessins, et tout ce que vous avez comme dessin sur la tablette, ça devait renvoyer à une écriture, sinon, si vous voulez, à un contenu. Et donc les initiés savent vous décrypter ou vous donner le message contenu sur le Lukasa. Ça pouvait vanter l'histoire de son pays, de sa communauté, et voilà. Et donc ça prouve à suffisance qu'il y avait d'ériger en République démocratique du Congo des vraies civilisations avant le contact avec l'homme blanc. Waouh! Nous étions déjà civilisés, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs. Ne vous étonnez pas lorsque vous voyez toutes ces tablettes, toutes ces technologies. Nous étions également, nous, dans notre manière à nous, Congolais, on inventait déjà certaines choses. Hein. Et il y a un masque encore une fois de plus. Là, je vois ces masques qui me fait un peu peur. Là, est-ce que si on amenait un enfant devant ces masques, il n'aura pas peur, madame? Il sera émerveillé. Il n'aura pas peur. Et d'où tire son origine, ces masques? En fait, c'est un masque Chokwe. Chokwe, mais du Kasaï occidental. Alors, ça devait vous rappeler quelque chose, ce masque. Est-ce que vous avez votre billet de 50 francs? Mon billet. Ah, je me souviens. Je me souviens encore. Alors, vous avez un masque pareil sur le billet de 50 francs. Et toutes les fois qu'on a le billet de 50 francs devant nous, est-ce qu'on a peur?
de ce masque? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, je suis content quand j'ai l'argent avec moi. Voilà. En principe, on devait être content. Parce que d'une certaine manière, c'est la place de la femme qui est vantée au travers ce masque Mwanampo. Mwanampo veut dire une très belle jeune fille. Vous m'avez vu, non? Oui. Pas tout à fait, mais je vis quand même. À moitié. Ok. Donc Et donc, voilà. c'est là, justement, refléter l'image de la femme La place positive. La place. prééminente que pouvait avoir la femme au sein de l'empire Lunda. Et en fait, les traits que vous avez sur le masque vous décrivent les valeurs qu'il fallait promouvoir d'une certaine manière. Sa force ou même sa douleur lors de l'enfantement, qu'elle va vite perdre quand on aura son enfant dans ses bras. Et vous avez la croix de la vérité qui, vous, en fait, d'une certaine manière, vous donne le reflet, un langage différent de ce que nous connaissons de langage de masque. Simplement parce que toutes les fois où devait apparaître un masque, c'était une façon en même temps de maquiller la vérité. Or, quand se révélait ou sortait Mwanampo, c'était une façon de révéler la vérité, à côté du fait qu'elle était très belle, puisqu'en fait, elle a des dents sciées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était un insigne de beauté et c'était une très belle femme qui pouvait avoir cette dentition ou denture sciée, en fait. Déjà, De beauté. déjà, nos ancêtres savaient donc honorer ou encore rendre la juste valeur à la femme. Ça Oui. ne date pas d'aujourd'hui. Enfin, elle est plus... Aujourd'hui, nous avons perdu cette valeur quand vous regardez notre société. Les femmes tentent de reconquérir leur place, en fait, dans le temps, mais elles arrivent quand même à le faire. Nous y croyons, nous vous accompagnons. Il y a ce petit tambour, je ne sais pas, ça tire son origine d'où, l'Équateur? C'est un tambour mongo, oui. Et du coup, comme tout tambour, c'est pour accompagner une danse. Mais la particularité de ce tambour, c'est qu'il a son cadran ou son cadre en poterie. Contrairement à ce que nous connaissons de tambour, généralement, en fait, il faut avoir à l'esprit un tam-tam, par exemple. Et donc, vous avez, oui, le tam-tam, vous avez la peau d'une bête ajustée sur un cadran en bois, généralement. Pour ces tambours ou pour les tambours en général, c'est des cadrans en bois. Mais celui-là a une particularité et on a placé en fait la peau d'un reptile sur un cadre ou un cadran en poterie. Et c'est comme ça que vous avez des lianes pour permettre à le porter. Puisqu'en fait, comme nous le savons, toute poterie est assez fragile en fait. C'est comme ça qu'on était supposé le protéger. Et il y a une œuvre, et l'œuvre numéro 11, c'est un couteau. Enfin, oui, c'est un couteau, mais Zandé, le détenteur de ce couteau était supposé détenir une autorité coutumière. Donc utilisé comme un signe de pouvoir ou de la légitimité du pouvoir en fait. Souvent on parle des chefs coutumiers, on voit les chefs coutumiers avoir également un tri pareil. Tout à fait. Ça paraît loin par rapport au quotidien de Quinois en fait, mais oui, mais c'est ce que nos frères dans certains villages vivent au quotidien. Et puis il y a encore d'autres masques, je pense que ce sont des masques, hein, madame. Oui, ce sont des masques et ces trois masques qui se suivent vous rencontrent une seule et même réalité qu'on appelle l'initiation de jeunes autrefois, ou Mukanda à l'ouest du Congo, le Kimbirikiti, le Gaza, enfin au nord ou en Équateur. Ça rencontre en fait cette initiation ou cette école d'apprentissage de jeunes et ils allaient apprendre dans la forêt. Initiés à faire quoi, à devenir qui? En fait, c'était un rite de passage en même temps. Ils étaient initiés pour devenir, déjà, la considération c'est que les jeunes adolescents qui étaient admis dans de camps d'initiation en ressortent adultes. C'était ce passage-là qu'il fallait effectuer et ils étaient initiés à quoi? Mais à réaliser de travaux parce que c'est en même temps des métiers qu'ils allaient apprendre. C'est des leçons assez sensibles, je le décline tout de suite, des leçons autour de la sexualité que l'on pouvait bien vanter dans le camp d'initiation et en même temps comment mener à bien un mariage puisque l'initiation ne concernait pas seulement le jeune garçon mais aussi le jeune fille. Mais aujourd'hui, on a perdu cette valeur, madame. Quand on voit notre société qui, je trouve en tout cas, la plupart des parents ont du mal à aborder ces sujets sur la sexualité. Pourtant, nos ancêtres parlaient de cela sans tabou. Oui. Ils apprenaient même à l'ère progéniture. Comment arriver à faire certaines choses? Oui, c'est une valeur qu'on a perdue. Mais la sensibilisation au travers le musée, c'est en même temps
essayer de revenir aux valeurs d'antan qui peuvent en fait arriver à changer le Congolais positivement, si vous voulez. Et donc si aujourd'hui, dans nos familles, les parents, parce qu'ils sont autrefois, ils ont été en visite au musée, apprennent que nos ancêtres même savaient, à une époque de la vie de leurs enfants, aborder certaines questions, ils se doivent de le faire. Voilà. En tout cas, c'est très important hein, parce qu'il faut retrouver notre culture, nos valeurs, nos vraies valeurs, hein, chers parents. Et là, il y a une dernière œuvre, c'est quoi? En fait, c'est encore un autre masque Kuba, ou Bouchang, le second dans la triade de masques importants du royaume Kuba. Donc, le second parce que vous avez le tout premier Monchamboy que l'on a vu il y a peu. Et donc là, celui-là, c'est le masque du prince. Contrairement à Monchamboy qui est le masque du roi, et celui-là, c'est le masque du prince. Il vous incarne l'esprit de la nature que les Kuba appellent Ngesh ou Mingesh. Ngesh ou Mingesh. Oui. Voilà, j'ai aimé les mots. Nos ancêtres étaient flagellés, fouettés à souhait, et cette emprise ou cet empire colonial a fait du mal aux Congolais, ils voulaient s'en débarrasser. Alors, c'est comme ça qu'ils ont demandé à ce que la vie de Congolais soit jugée et connue, ou l'histoire du Congo qu'elle soit écrite par la main de Congolais. Oui. Et Tel donc, que disait Lumumba. Voilà. Et d'une certaine manière, pour chaque Congolais, c'est une contradiction que de retrouver, après l'indépendance, que certains objets d'origine européenne étaient utilisés par certains dignitaires du Congo. Donc une épée d'origine européenne tenue par un autochtone témoignait de son rang de privilège. C'est une grosse contradiction. Il a adopté cette culture européenne, l'impliquant dans la après culture. l'indépendance. C'est ce qu'on a voulu relever en fait. Donc, et même le casque, c'était pour les dignitaires. Et fusil, on pouvait même épouser une jeune fille congolaise en remettant en fait juste un fusil. cette monnaie. Comme aujourd'hui, on peut démarrer une moto, on peut démarrer... Un peu de placement, si vous voulez. Et même avec une monnaie étrangère, on pouvait payer la dot. Et en fait, le reflet, au contraire, c'est la vie, comme je le dis, après l'indépendance, c'est cette frise chronologique qui vous reprend quelques faits importants dans la vie politique de la République démocratique du Congo. Ben, il est là, la RDC d'aujourd'hui après l'indépendance. Voilà. Voilà, on poursuit, n'est-ce pas, avec nos guides, après bien sûr la période de la préhistoire, voilà, les Congo, la RDC après l'indépendance. Madame Magas, si vous nous avez amené dans cette partie, ça symbolise quoi, toutes ces œuvres? Alors, on doit déjà préciser que nous sommes dans la deuxième partie de la première salle. Et donc, cette deuxième partie, comme annoncé, vous vante la vie de tous les jours de nos ancêtres congolais. Et ici, les vitrines vous présentent le reflet de ce qu'ils ont eu à réaliser comme activité productive. Et en même temps, la première vitrine vous présente l'agriculture. Et cette agriculture, puisqu'elle était primitive, c'est avec la houe qu'ils ont réussi à labourer de très grands espaces. Et le reste des pièces vous préviennent ou vous démontrent comment ils ont réussi à pratiquer la récolte. Donc avec le sabre, ils pouvaient sortir ou arracher certains légumes de champs ou même le blé, enfin le maïs, le riz. Et en même temps, avec des paniers, ils arrivaient à faire la récolte. Donc placer des tubercules, des légumes et tout ce que vous voulez, produits de leur culture, et ramener à la maison. Et en même temps, dans ce panier yaka, c'est vous donner le reflet de comment ils ont réussi à faire des provisions. C'est en fait comme un grenier. Donc ils pouvaient placer de grains dans le grand panier et une fois que la saison était passée, aller puiser en fait dans les réserves ou dans les provisions. C'est grâce à ces instruments que nos ancêtres ont pu cultiver, à cultiver la terre. Alors on poursuit, mesdames et messieurs, avec notre guide, Madame Grasse. Nous sommes dans quel compartiment exactement? Et c'est la deuxième vitrine dans cette vie quotidienne qui vous présente la chasse. Une activité assez intéressante et particulière menée par les différents peuples du Congo dans toutes les provinces où on savait retrouver une forêt. Et donc, on savait, au nord du Congo, les Pygmées ont développé une technique pour arriver à chasser à l'aide de filets.
Ce n'était pas un filet à poisson, mais plutôt un filet pour chasse. Et ils pouvaient chasser aussi avec des arcs et flèches. Et c'était des flèches parfois empoisonnées pour arriver à abattre les animaux qu'ils devaient transformer en mets, donc préparer comme nourriture. Mais en même temps, cette chasse pouvait avoir un but, enfin, arriver à extirper la peau certains animaux totémiques, leurs griffes ou parfois leurs dents pour en faire des insignes de pouvoir, collier pour le chef par exemple, ou bracelet si vous voulez, et parfois le costume avec la peau d'un léopard si vous voulez, ou une coiffe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils arrivaient à pratiquer la chasse. Et donc les autres instruments leur permettaient à tuer ces animaux. Et certaines techniques en même temps étaient développées pendant qu'ils étaient dans la forêt. Ils pouvaient creuser des trous pour attraper certains animaux parce qu'on recouvrait le trou par de feuillage. Mais en même temps, on pouvait utiliser l'arbalète pour chasser, sinon dissimuler ces nasses en fait, ou ces pièges où quand un rongeur rentrait dedans, n'avait pas la possibilité d'en ressortir et il était pris au piège. C'est vraiment fabuleux, hein. C'est étonnant de découvrir tout ça. Est-ce que vous êtes tenté de venir, chers téléspectateurs? Il faut venir parce que le musée est là et regorge, n'est-ce pas, toute cette richesse de la RDC, notre culture, notre identité, de savoir d'où nous venons et surtout où est-ce que nous y allons. Madame, il y a une sorte de pirogue. Oui. Alors, c'est pour vanter la pêche réalisée par certains peuples du Congo. Et en fait, l'architecture de ce que nous présentons comme outil vous vante une technique d'un peuple assez spécifique, les Wagenya. Les Wagenya au nord du Congo. Et là, la technique est rattachée à comment, en fait, le cours d'eau où l'on arrive à pratiquer cette pêche est disposé. Si vous voulez, l'aspect du fleuve vous vante une technique particulière. Et donc, dans ce nord du Congo, le lit du fleuve vous présente de chutes. Alors, le peuple Wagenya a trouvé des techniques pour arriver à aménager des échafaudages à l'issue de chutes et disposer de nasses pour attraper de poissons. Parce qu'une fois que ces poissons quittent une hauteur supérieure vers une hauteur assez basse, une fois qu'ils rentrent dans la nasse, ils sont pris au piège. C'est comme ça que la vidéo en fait témoigne ou illustre au mieux cette pratique, cette pêche qui pouvait bien être menée et chapeautée par le chef du village. Et parfois on pouvait quadriller comme ça le lit du fleuve par des lianes, et parce que les poissons sont pris au piège dans cet espace-là, ils vont le ramasser avec des paniers. Et donc la pirogue leur permettait à faire le parcours sur ce cours d'eau, naviguer ou flotter sur ce cours d'eau. Et donc, ils devaient s'assurer que le bois utilisé pour réaliser cette embarcation ou cette pirogue va contenir le poids ou supporter le poids des pêcheurs, mais en même temps, le poisson qu'on va ramener à la rive, en fait. Une grande intelligence, hein. Faut pas minimiser l'homme noir. Il y a une grande intelligence en nous, croyez-moi, mesdames et messieurs. Et cela est démontré grâce à ce musée où vous pouvez comprendre que nos aïeux étaient super intelligents, croyez-moi. Et là, c'est pratiquement une maison, je vois de chaises. Je ne sais pas si on doit appeler ça des chaises ou quoi. En même temps. Dans la vie quotidienne des ancêtres congolais, on vante aussi pas que les activités productives, mais aussi leur mode de vie. Et dans leur mode de vie, vous avez en même temps leur habitation. Et c'est pour vanter en même temps les matériaux utilisés pour construire ces habitations et aussi le reflet des mobiliers que l'on pouvait trouver dans ces habitations. C'est comme ça que vous avez cette architecture, en fait, reprenant la case de l'ancêtre fait en bois ou en tronc d'arbre. Il faut remarquer ou sinon considérer le fait qu'ils pouvaient aussi construire leur maison avec du dur. C'est des briques en terre cuite qu'ils pouvaient bien utiliser pour réaliser leurs habitations. La forme, la grandeur pouvaient varier et dans ces différentes habitations, on savait trouver le siège pour chef si vous voulez, si c'était la maison d'un chef, pour son repos en même temps, siège pour femme, c'est ce qu'on appelle grabat, c'est un siège ou un mobilier assez bas qui en fait permettait à la femme d'exécuter certaines tâches en même temps. Oui. C'était réellement du bois. Oui. Sinon, il y a d'autres chaises. Oui, un haut siège pour haut dignitaire, contrairement à ceux qui, lors d'une assemblée, étaient à même le sol ou sinon sur une natte.
le haut dignitaire qui était assis sur son siège démontré de son haut rang en fait. Siège pour prestige, siège pour intronisation chez les Pendé. Le buffle, c'est un animal totémique. Et du coup, pour investir quelqu'un au pouvoir, on lui demande de s'asseoir sur ses sièges. Et là, vous avez un jeu, puisqu'en fait, ils savaient s'amuser ou se détendre d'une certaine manière. C'est le Ngola. Voilà, c'est un jeu. J'ai appris il n'y a pas longtemps à jouer à Angola. Ok, d'accord. Et les chandeliers, c'était pour éclairer la maison au coucher de soleil ou quand il y avait l'obscurité dans la casse, vous savez, en fait, imbiber d'huile certaines mèches pour arriver à mettre du feu et éclairer la maison. Et avec de calébas, c'était pour recueillir certains vins, oui, puiser de l'eau dans de cruches ou dans de jarres, dans de gargoulettes, puisqu'en fait, ça pouvait rafraîchir l'eau que l'on savait présenter à table dans de coupes. Parfois, c'est des potions que l'on pouvait bien boire dans de gobelets en bois ou de cornes. De cornes de buffle ou des vaches, je ne sais pas. C'est en bois déjà à la base. On a juste imité, hein. Oui, mais au fait, certaines cornes pouvaient être aussi des vraies cornes d'animaux en fait. Mais c'est la continuité, il y a l'alimentation. L'alimentation qui vous vante, déjà c'était le reflet de la petite cuisine et là c'est des objets ou des ustensiles qui leur permettaient en même temps à servir à table la nourriture préparée et comment ils arrivaient à le faire. Là par exemple le racloir, les Yombé savent comment ils arrivaient à émietter le pondou au lieu d'utiliser un mortier et un pilon, ils savaient comme ça racler le pondou sur le koum. Voilà. Les mortiers ne datent pas d'aussi longtemps que l'on pense alors. Aussi. Mais à côté de cette culture ou de ces peuples qui pouvaient utiliser le mortier, eux ont préféré ou ont inventé cela. Oui. Et ici, c'est la suite, d'accord. La pièce ou les mobiliers qui leur permettaient à mener à bien leur repos ou leur détente. Et là, à l'image d'un oreiller, vous avez des appuis-têtes pour le couple, par exemple, et appuis-nuque pour reposer la tête ou leur nuque. Et les femmes pouvaient protéger la coiffure prestigieuse qu'elles avaient. À côté des appuis-dos et appuis-coudes, c'est pour les ans, c'est généralement utilisé par les chefs. Et pour la détente, c'est des pipes. Oui, voilà. Pour prendre les trucs là qu'on appelle actuellement bombés, c'est pas pour prendre les bombés dedans. Hein. Non, c'était en fait du tabac qu'ils savaient écraser dans ce genre de mortier. Et la taille, c'était en même temps pour filtrer et parfois la pipe à eau pour filtrer la nicotine parce qu'ils craignaient aussi pour leur santé, nos ancêtres. Oui. Quelle intelligence. Comment ils pouvaient savoir que dans telle matière, il y a la nicotine, tout ça? Est-ce qu'ils avaient des laboratoires ou comment? C'est après de constats, tout ce que nous savons, c'est que l'expérience, ça s'agissait d'une certaine manière. Une fois qu'on a vu un ancêtre ou une personne qui savait fumer, présenter des symptômes ou être atteint d'une certaine maladie, l'on sait que, parce qu'il a touché à ça, observant sa vie de tous les jours, l'on savait dénicher que c'est sur base ou à cause de ceci que telle ou telle autre maladie était provoquée. Alors, pour arriver à s'éloigner de ce danger, il fallait arriver à filtrer. Puisque ça arrivait à un ou à un autre, alors il fallait s'agir, sinon trouver de solutions palliatives, si vous voulez. Ils y arrivaient quand même à pouvoir faire un instrument et surtout à filtrer les nicotines ou la nicotine. Alors là, c'est quel compartiment, madame? Alors, toujours dans son mode de vie, on vante ici son habillement, l'habillement des ancêtres. Alors, comme nous le savons et comme je le dis, lorsqu'on a abordé la question sur la chasse, ils pouvaient bien s'habiller en peau de bête et parfois c'est des grandes feuilles qu'ils savaient utiliser. Mais ici, nous vous présentons le reflet de comment ils ont réussi à couvrir leur corps, mais le peuple pygmée, le Mbouti, ont développé une technique, ils ont réussi à extirper ou arracher des écorces d'arbres qu'ils savaient battre dans le aube avec le marteau pour en faire de vrais pagnes en écorce d'arbre ou de vrais tissus. Et sur ces tissus, on pouvait imprimer des motifs. Vous voyez combien c'est décoré? C'est une sorte de ceinture ou quoi? Oui, c'est une ceinture, en fait, qui devait sous-tendre un pagne que l'on pouvait bien porter lors de manifestations importantes.
Oui, des claquettes ou babouches, oui, portées par des femmes de dignitaires arabisés. Et ça vous impose une démarche calme. L'on savait qu'elle était très distinguée en fait. Voilà, les babouches ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Faut pas croire que nous sommes les seuls à avoir apporté, mais également nos ancêtres ont appris à en avoir. Là, il y a c'est pour des mamans, il y a des sacs, je vois. Bien sûr, enfin pas que, c'est la troisième partie de la salle, comme je l'ai annoncé, qui vous vante l'artisanat et des différents métiers. C'est le tissage et la vannerie en premier, mis en exergue ici. Et parce qu'ils ont réussi, avec des fibres, arriver à tisser des sacs. C'est comme ça que vous avez un sac tissé en fibres végétales, mais aussi de gibecière. Et parfois, avec certaines fibres plus solides, rotin si vous voulez, ils savaient réaliser de paniers. Et ce genre de panier était utilisé un peu comme de porte-manger. Genre, lorsqu'on plaçait la nourriture à l'intérieur, ça vous garde la chaleur de la nourriture. Ouais. Comme un thermos. Voilà, tout à fait. Donc, nos aïeux ont inventé les thermos. On n'a rien pris des blancs, des lampes blancs. Cette invention date des longtemps. Et oui, des longtemps, on a découvert, grâce à Madame Grasse. Alors là, il y a la poterie. Oui. C'est-à-dire l'homme congolais, l'homme noir a déjà su à utiliser les sables, hein, je crois, c'est ça? De l'argile. De l'argile, voilà. C'est le mot que j'ai cherché. Alors, avec les enfants, généralement, on renvoie à une BD, à la bande dessinée de Kirikou, avec les femmes potières. Et même les enfants savent comment ces mamans ont réussi, avec leurs mains, modeler et fabriquer des pots de cruches. Et en fait, puisque généralement, c'était les femmes qui œuvraient dans la poterie, c'est comme ça que vous avez différentes réalisations, mais c'est des ustensiles de cuisine. Comme là, vous avez un jeu pour marmites. Ce sont des marmites, en fait, de cruches qui leur permettaient à recueillir, comme récipient, à contenir l'eau et en même temps rafraîchir l'eau que l'on pouvait bien boire, mais à quelques exceptions, certaines poteries funéraires étaient réalisées par des hommes. Des hommes qui le faisaient, qui le fabriquaient. Hein. Et enfin, il y a cette partie où la métallurgie, l'homme congolais déjà savait, n'est-ce pas, transformer le métal. Oui. En tout cas, au lendemain de l'âge de la pierre, lorsqu'il a découvert certains métaux, ces techniques, en fait, au fil de temps, s'est améliorée et développée au sein de différentes couches ou populations du Congo. Et donc là, vous avez le reflet ou la version industrialisée de l'atelier du forgeron. Et donc là, vous avez un grand four où on était supposé alimenter un feu qui pouvait atteindre plus de 1500 degrés pour arriver à fondre des métaux que l'on savait introduire par les orifices. Et en fait, on pouvait bien attiser ce feu à l'aide de ce soufflet de forge. C'est un souffleur qu'il fallait malaxer et qui entraînait en fait de l'air pour qui attisait le feu qui était alimenté dans le four, à l'image du volcan, si vous voulez. Et donc, on pouvait... Voilà. Et donc, on pouvait bien, une fois qu'on a vu fondu ces métals, couler dans de moules pour réaliser en fait tout ce que vous avez à côté. Les armes, couteaux, même des instruments. lances, instruments de musique en fait en métal, croisettes qui étaient de monnaie et anneaux en même temps, monnaie matrimoniale parce qu'on pouvait épouser deux femmes avec. Oh, waouh! Alors, on va poursuivre, mesdames et messieurs. Je voudrais également que nous puissions écouter, pourquoi pas, quelques visiteurs avant de poursuivre, n'est-ce pas, avec cette présentation. Il y a également des gens qui sont là pour visiter. Et donc, on va tenter de parler avec certains visiteurs qui sont là. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous appelle, monsieur? Vincent. Monsieur Vincent, vous venez d'où? Vous êtes en RDC? En vacances, oui, je viens de France. Vous êtes français? Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit à venir dans ces musées de la RDC? J'étais en fait intéressé avec ma femme et puis ses amis par... La femme est congolaise? Congolaise. Oui. Des pères et des mères? Des pères et des mères. Et donc oui, c'était l'histoire de la RDC que je connais un petit peu, mais voilà, je voulais visiter ce musée qui est ouvert là depuis, qui rouvre aujourd'hui, je crois. Donc voilà, on est très content d'être ici. Voilà, merci à vous, surtout très bon séjour à vous, encore une fois. Vincent, allez, nous, quand on va poursuivre, n'est-ce pas? Les guides est là, allez, merci de nous céder votre visiteur. En même temps, on va poursuivre, n'est-ce pas, avec nos guides à nous, c'est-à-dire Madame Grasse et Madame qui n'a pas encore parlé. Très bien, alors on va poursuivre avec Madame.
Alors là, nous sommes dans quel compartiment? La Alors, sculpture. oui, la sculpture, une autre activité artisanale menée par ses ancêtres congolais. Et là, essentiellement, il y a des œuvres en forme d'humain. Oui, en fait, il faut soulever une question assez intéressante ici. C'est le reflet en fait du fait que l'art africain est un art fonctionnel et utilitaire. Donc pour arriver à réaliser une pièce, il fallait avoir en présence un besoin. Donc, il n'y avait pas de ce que nous connaissons de l'art moderne, art pour art, réaliser un tableau parce qu'on veut exprimer des émotions, pas du tout. Et donc, du coup, pour arriver à réaliser ce siège-là, par exemple, c'est en fait parce que l'on s'est dit qu'il fallait se reposer. Voilà. Et donc, sinon, pour exécuter une danse, qu'il pouvait bien réaliser ces sculptures. Et donc avec l'herminette, ils pouvaient tailler soit le bois, soit l'os, soit l'ivoire, ou parfois sculpter la pierre. Ils savaient aussi faire des sculptures en pierre ou même en métal. Mais c'est pour des raisons de conservation que nous vous présentons que de sculptures en bois. Et donc ces poteaux qui vous donnent le reflet d'un humain, c'était parfois pour représenter une communauté. Et donc c'est comme ça que vous avez pour la pièce 2, qui vous donne le reflet d'un homme, la pièce 3 vous donne le reflet d'une femme, surmontée de la pièce 7 qui vous vante en fait l'animal totémique du pouvoir mené lors de la migration. C'était l'entrée de case d'un chef chez les Péndés orientaux. Et dès lors qu'il était supposé s'adresser à la communauté, il devait se placer entre les deux poteaux. Et en fait, on pouvait aussi faire certaines représentations. Et ces représentations, statues étaient considérées comme de vrais charmes pour solliciter certaines faveurs aux ancêtres, comme la fertilité du sol, la fécondité de couple. Voilà. C'est pas sorcier. C'est notre culture. Voilà, la sorcellerie, c'est aussi notre culture. Hein. Ah, mais c'est ça, non, madame? Et là, nous sommes devant le tannage, en fait, c'est le reflet de comment ils ont réussi à utiliser la peau de bête, la peau assouplie, une peau qui a été arrachée mais assouplie par la suite pour décorer parfois des pipes, pour en faire de coiffes, réaliser des gibecières ou même des boucliers ou des cuirasses. Celui-là a été fait à l'aide de la peau d'un éléphant. Donc il pouvait bien être porté pour pas que la personne qui a été cible d'un guerrier parce qu'on lui a lancé une flèche ne soit blessée. Voilà. Donc ça jouait donc, je dirais, deux rôles, les rôles d'un bouclier et puis d'un gilet pare-balles. Oui. Et puis enfin, il y a tout cet endroit, cet endroit vitré, je dirais, qui pratiquement regorge également plusieurs œuvres. Et ces œuvres représentent quoi? Alors déjà, le bateau vous représente le Congo. C'est pour illustrer ou expliquer au mieux le thème général exploité au Musée national de la République démocratique du Congo. Parce qu'en fait, je vous ai peut-être pas annoncé que le musée, parce qu'un musée thématique regorge, ces différentes expositions sont contenues dans un thème. Et ce thème, c'est le vivre ensemble pour la cohésion nationale. D'une certaine manière, le musée s'inscrit dans la logique de pouvoir sensibiliser au travers les œuvres, mais la sensibilisation à la paix, parce qu'on a constaté que, voilà, à l'unité ou la cohésion nationale, si vous voulez, et donc puisqu'on a constaté que les différents peuples du Congo, les différentes ethnies ou tribus étaient très divisés. C'est comme ça qu'à l'image de ce fleuve Congo qui regorgeait la mosaïque avec les différents peuples ou les différentes ethnies, alors le Congo contient en fait ces différents peuples. Donc ces pièces vous représentent, ou nous représentent tous, nous le Congolais. On n'a pas tenu compte de qui était d'où en fait. C'est de façon pêle-mêle qu'on les a disposées pour dire qu'il ne faudrait pas se trouver un gars de chez moi ou une personne de chez moi comme voisin. On se choisit entre nous comme nous savons très bien dans notre quartier. Autisme, voilà. Parce que je suis chef, il faut appeler mon frère à moi. Voilà, vanter un peu ce tribalisme. Voilà. Alors, on voudrait que le Congolais arrive à considérer tout le monde comme son frère. Tout Congolais comme son frère. Ils sont tous dans un même bateau, comme on dit. Dans le même bateau. Et c'est seulement quand on arrive à faire la promotion de cette culture ou d'appréhender ou sinon cerner, comprendre au mieux que l'on est supposé vivre dans la paix,
que l'on pourra dépasser en fait les débats qui est notre aujourd'hui. On va commencer à voir plutôt ce que l'autre rapporte comme savoir-faire ou connaissance pour arriver à l'émergence. Donc glisser sur ce fleuve Congo vers l'émergence ou le développement. C'est dans je dirais dans l'assemblage des résultats positifs que nous allons faire avancer le Congo. Ce n'est pas en nous divisant. Il faut rester unis. Je crois que c'est ça le rôle ou encore l'importance de ces bateaux, mesdames et messieurs. Vous avez suivi Madame Grace. Elle venait donc de nous expliquer. Et donc toutes les œuvres que vous avez vues là représentent chacune des ethnies ou encore des tribus de la RDC. Donc pour nous dire que nous sommes un peuple et nous devons rester unis. Voilà, on va poursuivre en même temps après cette salle. Voilà, tu as continuer toujours avec visite Nabiso Awa na Katia Musée National. En tout cas, cette fois-ci, Toroko Bayango, en tout cas, Baimboka, Kongomani, de la manière, il y a nos comments avec nos guides qui sont là, bien sûr, Toko Meka Kokota, total ba Evra Msusu Etikali, Naba Salpo Etikali, de manière que après Ango, to conclure, n'est-ce pas, avec elle, notamment sur l'histoire, encore l'historique qui a misé, na importance d'Ango parce que Mingi, na Kinshasa particulièrement, Evra Oizali Awa Mingi, il est l'heure, il est grand temps en tout cas et que chacun de nous a la moussa, bien sûr côté culturel naïe, côté identité naïe, pour que ako visiter Amiye ba Oazalara parce que ici vous allez venir à la rencontre de vous-même. Allez, et bonne évasion à chacune et à chacun. Nous sommes à la troisième et dernière salle d'exposition. C'est ici que nous allons boucler ces magazines. En réalité, ce n'était pas un ravin. Il y a une d'autoté, tout ça vraiment. Et oui, dans l'enceinte, bien sûr, il y a Musée National, il y a RDC, son extension ici à Kinshasa, sur le boulevard Triomphal, avec nos deux guides qui sont là, Maman Yolande, Maman Grace, Tamoussa Kibiso Penza, Tolemina Kolemba, Topemi, mais même temps de continuer, bien sûr, et pourquoi pas tout boucler en toute beauté. D'abord, avant de clôturer, madame, nous parler de l'historique. Alors, voilà, en 1970, l'Institut de Musées nationaux du Congo et Bandaki déjà coexisté. Et Kunande, Bandaki Kobomba, Bikeko, na nyonso oyo tomoni awa. Puisque objet nyonso oyo ezali awa e wuti na Mongalima. Donc Mongalima eza lokola mama oyo aboti musée oyo. Musée na biso oyo azana eka ya mukie, azana bébé penza ya mukie à peine 2 ans kaka. Donc azokokisa 2 ans na yeso qu'il faudrait to betali solo oyo fungo kolo porte na e fungo makito cérémonie il y a inauguration na yango et salamaki le 23 novembre 2019. Donc na novembre nda kokisa 2 ans. Donc voilà. Et musée yango ndenge tolobi na ba province ezali pe puisque dans le Katanga bozana musée à Lubumbashi ezali, na ba Congo musée ezali, na Kikwit musée ezali, ba fungoli na Butembo musée ezali, ba musée en fait public et ça un peu partout. Bon, pas défi pe ezali que ba musée na ba province nyonso ezala.
mosala ezana no makasi ya kosala mais kala déjà 1970 musée institut de musée nationaux ebanda koexister parce que puisque tobeti lisolo ya musée na biso mais musée na biso tobengaka MNRDC musée national de la République démocratique du Congo. En fait musée na biso oyo ebotami ndenge nini ndenge na ebisi bino mama na bango to mama ya ba musée institut de musée nationaux du Congo na 2011 ancien DG Nabiso le professeur Ibongo que je salue en passant à Yambaki visite il y a ministre il y a affaires étrangères ministre il y a affaires étrangères il y a Corée à Yambaki kuna na Mongaliema tango ayambi kuna mais na souci oyo azalaki na yango en même temps la mission oyo Institut de musée nationaux du Congo ezali ya ko valoriser patrimoine culturel congolais a beti di solo tala à faire visiter na ba réserve na biso esika wapi ba œuvre nyonso ezaki en souffrance po on doit se le dire ezaki na ba conditions ya malamu te to tilelo il y a certaines pièces qui ne sont pas conservées dans les conditions les meilleures. Pour ennemi ya ba objet pour mingi eza na ya mabaya eza ba insecte eza molunge eza poussière or yango nyonso wana tozobenga ba ennemi okutango kuna tango abeti lisolo wana nde tango couple présidentiel ya Corée ba yé kaka na musée yango ba yé en fait na visite officielle à la République démocratique du Congo nde ba formaliser une coopération bilatérale entre le gouvernement congolais et le gouvernement sud-coréen. Et donc c'est à partir de cette année-là, donc 2011, né coopération wana et botami idée à ça la musée moderne à la République démocratique du Congo. Merci bien sûr Maman Grâce pour ces détails. Il y a histoire, il y a musée, au musée national et à RDC, mais quand Maman Yolande, tozongel pebinona nous moqué. Alors, mingi na Kinshasa, ba imboka, ba congolais d'une manière générale, particulièrement ba kinois. Tant que vous avez répété rôle topétina il y a cause la misine tout ça dans mon mboka na RDC to ko ba importance nango ils allaient jouer rôle nini na kasa société na biso cause na misé boy. Merci beaucoup. Rôle ya musée d'abord est un lieu moko où sont rassemblés les objets autobengi patrimoine étudiés parce que en face petozana bibliothèque là où il y a des différents ouvrages qui parlent du musée, de notre patrimoine et les exposer. On conserve ces objets et puis on les expose. Le collabomoni exposer au vu du grand public pour leur faire découvrir nos valeurs culturelles. Les loyaux, on dit peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Donc, culture en mboka na biso ya ba différentes tribus ezali awa tozali pe ko faire appel na population na biso ba ya ko kotala culture ya mboka na bango koyeba en plus ya culture ya mboka na biso. Merci, je crois que c'était les derniers mots et à Maman Grâce, à Maman Yolande. Infiniment merci à la disponibilité Nabino. En tout cas, grâce à votre visite guidée, vous nous avez fait découvrir, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, c'est beau cadre, en tout cas le musée national de la République démocratique du Congo. Un endroit exceptionnel. Tout à l'heure, on vient de me reprocher qu'il y en a inventé un côté, mais je vous dis que c'est un endroit exceptionnel. Je l'ai même dit au début que c'est un endroit magique. Ça peut transformer votre vie, croyez-moi. Et donc, c'était pour nous un réel plaisir d'être là et surtout pour vous faire découvrir parce que ces magazines, comme vous le savez, qui est un magazine de découverte, un magazine pédagogique, de documentation, il vous a permis en tout cas de vous documenter, de découvrir en tout cas cette richesse, ces patrimoines qui regorgent notre pays sur le plan culturel. Et ainsi, nous allons bien sûr se dire au revoir avec vous, et oui, pour ces numéros, pour le compte de ces numéros de votre magazine Réalité 7. En tout cas, pour nous, c'était un grand plaisir, un immense plaisir de vous faire découvrir cet endroit et j'espère bien que vous allez nous rester fidèles parce que le prochain endroit à découvrir, peut-être, ça sera chez vous. Allez, préparez-vous, ça sera pour très bientôt. À toutes et à tous, au revoir et surtout encore une fois des plis, restez fidèles au programme de Télé 7. Bye.